Il est 20 h, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information. Tout de suite, les titres du journal. À quelques semaines des examens nationaux prévus pour le 5 juin prochain, les programmes sont presque bouclés du moins dans des établissements scolaires. Au groupe scolaire Albert de Monaco, les encadreurs de cette école se bousculent pour terminer les cours d'ici la date choisie par les autorités de l'éducation. Reportage à suivre dans ce journal. Les femmes guinéennes tirent le diable par la queue, surtout en ce mois saint de Ramadan. Certaines d'entre elles ont du mal à joindre les deux bouts pour subvenir aux besoins de leur famille. Au marché de Taouya, plusieurs femmes se plaignent de leurs conditions précaires. Vous les entendrez dans cette édition d'information. En Guinée, des mineurs de 2 à 16 ans sont victimes de viols et d'attouchements sexuels par certains individus. Le phénomène prend de l'ampleur dans le pays. Jeudi dernier, une fillette de 2 ans a connu cet acte ignoble dans le quartier Yimbaya, dans la commune de Matoto. Pour l'heure, la petite se trouve dans une clinique de la place. Les détails à suivre dans un court instant. C'est tout pour les titres, les détails dans un instant. En bref et en image, le procès en appel de l'opposant sénégalais jugé pour diffamation a été renvoyé au 8 mai prochain. Ousmane Sonko sera finalement jugé dans l'affaire Kodak d'une agence d'État qui l'oppose du moins à Mame Mbaye Niang, responsable du parti présidentiel. Sonko avait accusé le ministre du Tourisme d'avoir détourné une somme de 29 milliards de francs CFA. Cette version a été contredite par Mame Mbaye Niang qui a finalement porté plainte pour diffamation. Les victimes des massacres du 28 septembre 2009 continuent de défiler à la barre du tribunal criminel de Dixine, délocalisé à la cour d'appel de Conakry. À l'audience de ce lundi, Elhadj Nour Barry était face aux avocats. Dans ce récit, il dit avoir été victime de coups et blessures. Il a également affirmé que le corps de son frère tué au stade n'a jusque-là pas été retrouvé. Lansana Fofana et Abdoulaye Keita pour le compte-rendu. À la barre ce lundi, Elhadj Nour Barry a d'abord fait des prières pour le repos de l'âme des disparus, avant de revenir sur le récit de ce qu'il a vécu le 28 septembre 2009. Selon lui, les tirs ont commencé aux environs de 10 h. En larmes, il affirme que c'est en ce moment que son frère aîné a été touché par balle. Une déclaration soutenue par les avocats de la partie civile. Nous avons eu affaire à un homme qui est vraiment sincère. Vous-même, vous avez remarqué son émotion lorsqu'il fallait aborder les conditions dans lesquelles son frère est décédé au stade. Pour nous donc, il est vraiment sincère, il n'a fait que raconter au tribunal ce qu'il a vu le 28 septembre au stade du même nom. Pour Pipi Antoine Lama, avocat de la défense, il ne s'agit pas de faire des simples déclarations, mais présenter des preuves à l'appui. Quand on doit prendre la responsabilité sur soi de tenir certaines allégations, de faire certaines accusations à la barre de ce tribunal, il faut bien prendre la précaution, au moins, d'accompagner cela par des éléments de preuve. Mais ce n'est pas le cas depuis le début de ce procès. On prend pour responsable le président Moussa Dadis Camara pour la simple et unique raison qu'il était chef de l'État à l'époque des faits. Au cours de son audition, Elhadj Nour Barry a réclamé une somme de 8 milliards de francs guinéens pour son dédommagement. L'audience a été renvoyée ce mercredi 19 avril. À un mois des examens scolaires, qu'en est-il des programmes d'études dans les établissements de Conakry? Depuis février, le ministère de l'Enseignement a rendu public le calendrier de déroulement des examens de fin d'année. Le CEP pour 5 juin prochain, suivi du BEPC du 4 au 14 juin et enfin le baccalauréat du 16 au 20 juin. Dans plusieurs établissements de Conakry, les encadreurs et élèves accélèrent pour boucler les programmes. Amara Bangoura, reportage. Le début des examens nationaux est prévu pour le 9 juin prochain. Dans les établissements scolaires, c'est la course contre la montre tant chez les encadreurs d'école que chez les candidats. Au groupe scolaire Albert de Monaco, les programmes sont pratiquement épuisés. Les programmes de primaire pour la 6e année, donc le maître maintenant ne fait que revenir sur les cours déjà enseignés, c'est-à-dire faire la révision des enfants. Ce qui concerne pour le secondaire, la 10e année, c'est presque tous les programmes ont bouclé. Aujourd'hui, là où nous sommes, il y a certains qui sont venus me dire ce matin, quand même, ça c'est leur dernière leçon qu'ils sont en train d'exécuter aujourd'hui. Suibian Sané est professeur de géographie en classe de terminale sciences littéraires. Il donne le dernier cours de son programme cette année.
Ousmane Silla est aussi professeur de mathématiques qui a épuisé le sien un peu plus d'une semaine. Là, ces enfants-là ne m'ont pas laissé me reposer. Même pendant les congés, moi je travaillais. C'est 2 congés qui sont passés, Noël et Pâques. Ils ne m'ont pas laissé me reposer, faire ces congés-là comme il le doit. Donc c'est ce secret-là qui a fait que ce programme aujourd'hui est bouclé. Nous sommes là maintenant à traiter les exercices qui se trouvent dans les brochures et les exercices encore pour des autres brochures, comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, les anciens sujets du Sénégal et encore des différents pays de l'Afrique occidentale. Avec un pourcentage réluisant dans les programmes, les candidats comptent bien mettre les jours restants à profit pour mieux se préparer. Alpha Touré est l'un d'eux. Nous pouvons dire que nous sommes prêts. Mais comme nous avons aussi un mois, nous pouvons le considérer comme un léger avantage. La particularité pour cette session, en plus d'autres mesures, est que les candidats dans certains centres d'examen passeront les épreuves sous le contrôle des caméras de surveillance. La condition de la femme reste encore très précaire en Guinée. En dépit des nombreuses pertes et potentialités du pays, elles sont des milliers qui ont du mal à joindre les deux bouts pour faire face aux besoins de leur famille. Une situation devenue de plus en plus difficile, surtout en cette période de Ramadan. Notre reporter Malik Diakité a fait un tour au marché de Taouya. Suivez son reportage. Fatoumata Binta Baldé fait son petit commerce au marché de Taouya dans la banlieue de Conakry. Chaque matin, elle arrive sur les lieux aux environs de 6 heures dans l'espoir de trouver de quoi nourrir sa petite famille. Les femmes en train de souffrir. Nous manger, c'est difficile à gagner. Mariée et mère de 3 enfants, depuis quelques jours, Dame Baldé a du mal à trouver de la clientèle. Dans le mois de carême, là, nous femmes, on souffre. Parce qu'on gagne, notre mari va manger, c'est un peu difficile. On vient ici à 6 heures, on quitte ici à 12 heures. À 12 heures, à 14 heures. Donc, il faut dire le président, il n'a qu'à nous aider. Là où on est comme ça, on souffre. Toutes les femmes qui sont à Taouya, tout le monde souffre. Il y a Wakil qui a dit qu'elle a gardé là sur la banque. Ce qu'on gagne, c'est ça qu'on mange. Des autres, même, ils ne gagnent même pas préparé. Malgré de nombreux efforts, la condition féminine reste très inquiétante dans le pays. Comme Fatoumata Baldé, des milliers de femmes guinéennes vivent encore en dessous du seuil de la pauvreté. En ce mois de Ramadan, tous les prix ont augmenté. Tout ce que tu demandes, tu trouves que le prix connaît une hausse. Nous venons ici à 6 heures. Aidez-nous, les femmes souffrent. En dépit des énormes potentialités naturelles de la Guinée, la majorité de sa population reste confrontée à des conditions de vie très précaires. Selon les dernières statistiques, les femmes représentent plus de la moitié de la population active. Mais leur accès aux ressources techniques, naturelles et financières reste fortement limité. Et cette discrimination économique freine le développement du pays. Le chômage est un fléau qui touche plusieurs jeunes en Guinée. Ils sont nombreux, ceux qui s'orientent dans des activités informelles mais génératrices de revenus. C'est le cas des conducteurs de moto-taxi rencontrés par notre reporter Morsiré Kamara. Suivez. Le chômage des jeunes reste une préoccupation mondiale. Selon l'Organisation internationale du travail, OIT en abrégé, le nombre de chômeurs âgés de 15 à 45 ans dans le monde se chiffre au total à 75 millions, soit 4 millions de plus qu'en 2007. Il affecte 71 millions d'hommes et femmes de 15 à 24 ans. En Guinée, par exemple, environ 60% des jeunes âgés de 15 à 24 ans sont économiquement inactifs ou au chômage. Ici à Yimbaya, ces jeunes habillés en gilet jaune font le taxi-moto pour subvenir à leurs besoins. Les raisons sont diverses. Pour moi particulièrement, je suis venu ici pour enfin chercher à avoir des transports et chercher aussi à financer mes études par rapport à la situation qui équivaut dans la capitale. Les problèmes sont divers pour les raisons qui ont fait que ça, d'autres sont venus ici. Mais pour moi particulièrement, c'est pour chercher à soutenir mes études et d'autres projets que j'ai aussi. Mais pour certains aussi, il se peut que d'autres sont venus ici parce qu'ils ont déjà fini d'étudier, ils ont des diplômes, ils ont cherché, ils ont été sur le marché de l'emploi, ils ont fait assez de choses, mais ils n'ont pas trouvé d'emploi pour vraiment se lancer dans ce cadre-là. Compte tenu de la famille
qui n'a pas assez de moyens pour pouvoir m'aider dans mes activités. Et puis, actuellement, après les études, même pour avoir le stage, c'est des problèmes. Si tu n'as pas quelqu'un pour te soutenir, c'est tout le temps des problèmes pour faire le stage. Malgré la création de la direction du Fonds national d'insertion des jeunes au ministère des Sports et de la Jeunesse qui accompagne des projets, plusieurs jeunes ignorent l'existence de cette direction. La jeunesse guinéenne s'intéresse moins à la pratique de la politique. Elle pense que ce domaine est spécialement réservé aux briscards. Cependant, quelques jeunes intellectuels osent franchir le palier pour se frotter au monde de la politique. Malgré les difficultés d'ascension auxquelles ils sont confrontés, ils réussissent tant bien que mal à se faire une place dans le milieu. Reportage Mamadou Tanouba. Les jeunes intellectuels guinéens s'engagent de moins en moins dans la politique. Ils considèrent ce milieu comme un monde des voraces, prêts à tout pour parvenir à leur objectif. Ceux qui prennent le risque de s'y engager mettent souvent du temps à gravir les échelons. Ibrahim Mbembaba est un jeune qui évolue au sein du bloc libéral où il occupe le poste de responsable de communication du parti. Les conditions telles que la politique se fait dans notre pays rend la tâche difficile aux jeunes. Et ce qui fait que, par exemple, dans les partis politiques, les jeunes ne sont pas vraiment engagés ou bien les jeunes ne viennent pas, c'est parce que quelque part, les postes de responsabilité, on ne les associe pas. Et si on ne les associe pas, c'est parce qu'on estime qu'ils n'ont pas la capacité ou bien les moyens pour financer le parti politique. Tout ça constitue des facteurs qui les découragent à être dans le parti. Les jeunes filles et femmes ne font pas exception à la règle. Elles sont souvent confrontées à des propos discriminatoires. Alimatou Baldé, militante très engagée, a dû faire face à cette expérience dans un passé très récent. J'ai eu assez de difficultés, mais l'une des choses que j'ai compris, c'est le fait qu'il y a assez d'hommes qui ne supportaient pas que j'ai le même niveau qu'eux. Il y a assez d'hommes qui ne supportaient pas que je m'impose au même titre qu'eux. Il y a assez d'hommes qui ne supportaient pas le fait que je ne me faisais pas manipuler. Donc ça, c'est l'une des choses. C'est comme si pour les hommes, on me voyait comme un obstacle, même si je ne le suis pas. Parce que je vous ai dit qu'en politique, on essaie toujours de faire le maximum pour dominer et pour manipuler. Ça, j'ai eu ce problème-là. J'étais également victime de discrimination, je dirais parfois d'exclusion. Le manque d'engagement des jeunes Guinéens en politique laisse la place aux vieux briscards, le champ libre dans la conquête du pouvoir. La recrudescence des cas de viol prend une proportion inquiétante dans la capitale guinéenne. Les personnes victimes de violences sexuelles s'accroissent de jour en jour. Le dernier cas en date concerne une petite fille qui a été abandonnée dans une école après avoir été violée. Malgré le combat des ONG, le phénomène continue de plus belle. Reportage Mariama Bouibari. Selon les témoins, l'acte s'est déroulé jeudi soir au sein du complexe scolaire Abikamara au quartier Yimbaya. C'est une fille de 2 ans qui a été jetée dans cette école après avoir été violée. Un acte ignoble condamné par le directeur de l'établissement qui a découvert la petite fille dans un état pitoyable. Le jeudi, vers les 7h40, je descendais dans la cour. J'ai vu une maîtresse montant en courant. M'informant qu'il y a un enfant couché là-bas violé. Donc du coup, on a informé les autorités, le chef de quartier et aussi la gendarmerie qui sont venus. Et nous avons regardé l'état de l'enfant. Effectivement, l'enfant a été violé parce qu'elle saignait. Et du coup, la gendarmerie, nous avons pris les dispositions pour ne pas laisser l'enfant là-bas comme ça. On a juste essayé d'envoyer l'enfant à l'hôpital. Des cas de viol qui continuent chaque jour dans les coins et recoins de la ville de Conakry, malgré le combat des associations de défense des droits des femmes et des ONG. Même si les résultats escomptés sont peu reluisants, Kadiatou Konaté, présidente du club des jeunes filles, ne compte pas baisser les bras. On fait des plaidoyers pour vraiment une application effective des textes de loi, parce que c'est ce qui est là à la base, c'est ce dont on a besoin. Mais au-delà des plaidoyers, on voit quand même ces derniers temps de plus en plus des verdicts qui tombent contre les violeurs qui sont condamnés à 10 ans, 20 ans de réclusion criminelle. Il y a le cas de Massila
qui a été violée en 2021, je crois. Il y a le cas de d'autres jeunes filles que le club même a géré, où on a quand même rendu les verdicts, mais on pense que c'est pas suffisant parce qu'il y a énormément de cas, donc on continue à communiquer, on continue à mettre la pression, on continue à suivre les dossiers pour que ça soit appliqué. Selon l'Office de protection du genre de l'enfance et des mœurs au Progem, en 2022, 226 cas ont été arrêtés et déférés pour des cas présumés. Que sont devenues les salles de cinéma dans le pays? La Guinée, de par le passé, avait plus d'une vingtaine de salles de cinéma à travers le pays, mais aujourd'hui, presque rien n'existe. L'Office national du cinéma guinéen, selon le directeur, a engagé une opération de récupération de ces salles. Une situation qui réjouit les acteurs du milieu. Les détails, c'est dans ce journal avec Aïssata Kourouma. Une cour vide, un bâtiment aux portes fermées. Celle-ci mène à la salle de cinéma Mimo à Matoto. Elles étaient nombreuses et se comptaient en vingtaine rien qu'à Conakry. Ces infrastructures, très réputées à l'époque, sont transformées de nos jours en boutiques, magasins et même en motels. Pour Aliou Doiba, cinéaste, il est difficile de parler de cinéma sans salle. Un cinéaste, le seul lieu qui lui suit de faire voir son travail, c'est une salle de cinéma. Quand on dit cinéma, on dit salle de cinéma. Le cinéma, c'est en salle et en séance. Sans salle, on ne parle pas de cinéma. Nombreux observateurs estiment que la disparition des salles de cinéma est due au développement des nouvelles technologies. C'est à travers de la nouvelle technologie qui a fait que les salles de cinéma sont maintenant disparues. Sinon, avant, notre enfance faisait tout dans les salles de cinéma. Vous savez, le cinéma, aujourd'hui, dans le monde entier, est en péril parce qu'on arrive à trouver les derniers films, on arrive à avoir beaucoup aujourd'hui des contenus de chaînes comme Netflix, comme beaucoup d'autres chaînes. À l'Office national du cinéma guinéen, le directeur affirme qu'un plan stratégique est en élaboration pour récupérer toutes les salles de cinéma dans le pays. Le plan stratégique, c'est la promotion. Qui dit production, qui dit promotion du cinéma, dit aussi distribution. C'est d'ailleurs le maillon qui alimente toute la chaîne. Donc on a fait en sorte que profiter aussi des nouvelles, de la bonne volonté des nouvelles autorités dans le cadre de la récupération des biens de l'État pour que les salles de cinéma qui appartenaient à l'État pendant la Première République, il y en avait 26, que ces salles de cinéma soient récupérées. Il faut rappeler que ces espaces de diffusion cinématographique du pays ayant connu des années de gloire sont aujourd'hui tous bazardés. Sur 26 salles de cinéma qui existaient en Guinée, aujourd'hui, il n'y a presque rien. La nuit du destin, communément appelée Laylatul Qadr, est célébrée dans la nuit du 26 au 27e jour du mois de Ramadan. Selon la religion islamique, c'est au cours de cette nuit que le Coran est descendu dans sa totalité. Une nuit consacrée par les fidèles musulmans à des prières et bénédictions. Et pour parler de l'importance de cette nuit, suivez l'intervention de l'imam Ali Yabi au micro d'Ansoubaïlo Baldé. La lecture du Coran de cette nuit, ou bien l'invocation de cette nuit, vaut 1000 mois en récompense. Donc c'est pour cela qu'un bon musulman vraiment doit tout faire de ne pas rater cette nuit-là. Et c'est pour cela, le prophète, quand les 10 derniers jours arrivaient, lui non seulement s'est préparé pour adorer son Seigneur, mais il réveillait également sa famille. Et donc c'est toute sa famille qui lui suivait dans cette adoration. C'est pour cela que nos mosquées sont souvent remplies de fidèles musulmans pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala et de l'invoquer pour pouvoir avoir le paradis. C'est tout pour ce journal d'information. Merci à toutes et tous de l'avoir suivi. L'information continue sur notre site web, le www.kavi-media.com ou sur les réseaux sociaux Kavi Media.